Well, as I just took my car to come here and not a plane, I am still thinking that we are in Paris, and I think you would allow me to speak French. And I would recommend to the French people to speak their own language. Je suis ici, je pense, à 3 titres, et je vais être bref. Le premier, c'est en effet d'être président de Planète Finance. Le second, c'est de présider encore la commission de libération de la croissance, qui en effet a parlé de logiciels. Et le troisième, en effet, c'est parce qu'il m'arrive d'écrire sur ces sujets. Donc très rapidement, en quelques minutes, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter à ce forum, dont je vous félicite, parce que je crois que c'est très important que Paris, la France, en français, soit un des lieux importants du logiciel libre. Je reviendrai sur le mot libre tout à l'heure. Je vous félicite pour cette réunion et je suis très heureux qu'elle ait lieu. Et après tout, nos amis anglo-saxons trouvent le plus grand plaisir à être à Paris par ce beau mois d'octobre. Je dirais quelques mots sur chacune des 3 dimensions. Planète Finance est la plus grande organisation ONG, but non lucratif, pour le développement de la microfinance, et nous utilisons énormément de logiciels, puisqu'il y a un lien extraordinairement précis entre la lutte contre la pauvreté et les logiciels, dans la mesure où les institutions de microfinance sont des machines à traiter de l'information, et plus le coût de l'information est bas, plus les taux d'intérêt peuvent être bas, et donc plus on peut prêter moins cher aux plus pauvres. Donc c'est même le seul secteur où on peut dire qu'il y a un lien direct entre la pauvreté et les technologies de l'information. Le digital divide est d'abord là. Et nous utilisons énormément de logiciels libres, mais aussi de logiciels propriétaires pour réduire les coûts de transaction dans le secteur de la microfinance. J'insiste aussi sur une autre dimension de Planète Finance qui est très importante, parce que ça va rejoindre ma réflexion philosophique de tout à l'heure, sur le fait que Planète Finance est une ONG dont la mission est de développer des activités rentables, celles des micro-entrepreneurs qui empruntent, et donc il y a une interaction entre institutions dirigées de façon bénévole par moi, qui mobilise beaucoup de salariés, plus d'1 millier dans le monde, mais qui travaille avec beaucoup d'autres bénévoles, et donc c'est une interaction entre le secteur non lucratif et le secteur lucratif. Cette interaction est extrêmement importante et doit être menée avec la plus extrême précaution. Je le dis à la fois pour moi dans Planète Finance maintenant, mais je le redirai pour vous tout à l'heure, car je crois qu'il faut faire extrêmement attention, en tout cas pour Planète Finance où nous y employons, à éviter d'utiliser des ressources données par des mécènes qui pensent faire un acte de gratuité à des activités qui rapportent de l'argent à des actionnaire. Car il n'y a rien de pire, en particulier dans la microfinance, mais je reviendrai sur d'autres sujets tout à l'heure, que cette escroquerie, ce détournement de fonds ou d'activité qui consiste à faire que quelque chose qui est fait gratuitement, avec la plus grande bonne volonté par ceux qui le font gratuitement, serve ensuite à ceux qui cyniquement l'utilisent pour faire du profit, en laissant ceux qui se contentent d'une rémunération de type de reconnaissance de faire des profits. Donc je crois qu'il faut d'abord, et nous l'avons dans Planète Finance, tant dans l'usage des logiciels propriétaires ou non, la plus grande transparence possible dans cette interdépendance qui va aller croissante et qui va déboucher sur ce qu'on appelle, nous, dans le langage de demain, le social business, c'est-à-dire des activités dont la nature est d'une originalité très particulière. C'est qu'une entreprise dans le marché est une entreprise dont la finalité est de faire des profits et dont les produits sont un moyen de faire des profits, à des entreprises, et c'est le social business radicalement inverse, dont la finalité est les produits qu'elles délivrent et dont le profit est un moyen de délivrer ces produits. Ce qui est radicalement différent comme philosophie, comme mode de comportement, comme mode de gouvernance, comme comportement à l'égard des participants financiers qui n'attendent pas de profits particulièrement spéculatifs ou même qui sont au mieux des actionnaires patients et plus encore des donateurs qui participent à une œuvre d'intérêt général. Mais dans ce domaine, nous avons besoin beaucoup de logiciels, et les logiciels qui sont en train de se développer formidablement dans le monde du logiciel libre sont essentiels. La deuxième casquette que vous m'avez sans doute
eu en tête quand vous avez eu la gentillesse de m'inviter, c'est celle du président de cette commission de libération de la croissance française. Nous avons rendu notre rapport il y a maintenant 18 mois. Plus de la moitié de nos propositions sont en mise en œuvre, un peu plus de la moitié de l'autre moitié sont en cours d'être mises en œuvre, et ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'en particulier dans tout ce que nous avons proposé dans la réforme du numérique, une très grande partie est en œuvre. Une partie, comme vous le savez peut-être pour ceux qui ont nous fait le gentillesse de lire ce que nous avons dit, nous avons proposé et développé l'importance de l'industrie du logiciel, l'importance du logiciel libre, en demandant qu'en particulier en France, on aille jusqu'à 20% des commandes publiques dans ce domaine, de façon à créer les conditions que cette communauté se développe et de pouvoir créer beaucoup plus avec ça. Mais encore une fois, faudrait-il que la commande publique dans le domaine se développe, et il est très frappant de voir que dans et ça va bien au-delà et bien ailleurs que dans le logiciel libre, que parmi les propositions qui ne sont pas encore mises en œuvre, il y a tout ce qui concerne justement la réforme de l'État, comme si l'État et les collectivités publiques étaient tout à fait ravis de donner des conseils aux autres sur la façon de se réformer, tout le reste de notre rapport qui est appliqué, et quand il s'agissait de se réformer lui-même, il n'est pas là. Et en particulier, une des réformes très importantes que nous avons proposées, c'est la numérisation d'une très grande partie des activités de l'État, des administrations. Nous avons proposé même avec assez de précision une douzaine de grands programmes de numérisation en France, à la différence de certains pays. La seule chose qui est numérisée, comme vous le savez, c'est la façon de payer ses impôts. Par contre, la façon de recevoir des subventions, recevoir des services de l'État, non. Mais naturellement, payer ses impôts, ça, l'État le fait le plus vite possible grâce à Internet, qui d'ailleurs ne devient pas très sympathique aux gens, puisqu'il ne sert qu'à payer ses impôts. Donc, il y a une dimension très importante qu'il faut prendre conscience, c'est le fait que l'État et la collectivité nationale française prennent beaucoup de retard dans le domaine. Et j'entends dire, j'ai lu ce matin, j'ai entendu en arrivant, une sorte d'espoir gigantesque mis sur le grand emprunt. Je ne peux aller nulle part en ce moment, comme tout le monde, sans qu'on me dise le grand emprunt va financer les autoroutes, TGV, les biotech, les nanotechnologies, les hausses de salaire nécessaires des médecins, enfin partout. Je rappelle que la France a aujourd'hui 8% au moins de déficit budgétaire pour 2009, qu'on vient d'annoncer qu'elle aura au moins 8% de déficit budgétaire pour 2010, que si grand emprunt il y a, il ne peut être ni grand ni emprunt. Il ne peut être ni grand parce que ça voudrait dire qu'on accepte de passer de 8, 12, 14, 15%, ni emprunt parce qu'il faut vraiment faire attention de ce qu'on reste à l'intérieur des dépenses réelles et que on ne fasse par emprunt que des dépenses ayant véritablement un impact sur l'utilité future. Et qu'on n'y mette pas des choses que soit sont des dépenses de fonctionnement, soit sont des dépenses qui auraient de toute façon été financées à l'intérieur. Et c'est très difficile à savoir si vous décidez par exemple que vous allez faire 1 milliard de commandes de logiciels libres, je vous laisse rêver avec ça, par l'État, de savoir si ce milliard aurait été fait à l'intérieur du budget sans le grand emprunt, ou s'il a besoin du grand emprunt pour être ce qu'on appelle en anglais moral hazard, qui là trouve tout à fait son application. Donc c'est très important de garder raison. Et pour ma part, je pense qu'il y a une seule application du grand emprunt qui mériterait véritablement d'être mise en œuvre, et qui vous concerne, c'est d'utiliser le grand emprunt à avoir besoin de moins emprunter. Et pour ça, c'est utiliser le grand emprunt à financer des choses qui réduisent les dépenses publiques. Or, je crois qu'on peut démontrer que la numérisation, et en particulier par le logiciel dit libre, je vais revenir sur ce mot tout à l'heure, que la numérisation des activités publiques constitue une façon de réduire le coût du fonctionnement des dépenses publiques et donc de dégager des marges de manœuvre pour rembourser l'emprunt. Mais un emprunt qui ne dégage pas par lui-même des activités, des moyens de réduire, de se rembourser, est un emprunt extrêmement dangereux. Je reviens d'ailleurs là-dessus sur la microfinance, car la microfinance cherche d'abord à prêter à des gens de quoi créer les conditions de rembourser l'emprunt, ce qu'on appelle l'activité génératrice de revenus. Et comme vous le savez, la crise financière s'est déclenchée par un dévoiement de la microfinance aux États-Unis sous le nom de subprime, où on a prêté à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser. Et je crains que nous soyons, à l'échelle de la planète, pas du tout spécialement en France, avec le transfert de la crise des dépenses privées aux dépenses publiques à une sorte de subprime planétaire,
où les gens s'endettent, les États s'endettent sans plus avoir les moyens de rembourser. Et donc, il faut faire très attention, je dis ça de façon générale, parce qu'en dehors d'être des acteurs de l'open source, vous êtes des citoyens de vos différents pays, très attention à ne pas croire qu'on sort de la crise simplement parce que, au lieu de prendre du H, on est passé à l'héroïne. Dernier point sur lequel je voudrais réfléchir, c'est celui plus généralement de l'open source et de ce qu'il signifie dans le contexte global de nos sociétés. D'abord, je voudrais vous dire que je suis toujours très méfiant quand j'en vois employer le mot libre. D'abord, en français, le mot libre a une connotation très précise. Libre, ça veut dire le contraire de pas libre. Ça veut dire le contraire de la prison, ça veut dire le contraire de la contrainte. J'ai d'ailleurs été, pour ma part, dans des périodes antérieures, extrêmement hostile à l'usage de l'expression « l'école libre ». Je ne vois pas encore en quoi une école religieuse serait plus libre qu'une école laïque. Donc, le mot « libre » est souvent utilisé à tort et à travers. Et personnellement, je pense que le mot « logiciel libre » est une mystification. Il faut dire « logiciel ouvert ». Ça correspond à la réalité sémantique et matérielle des choses. C'est un logiciel ouvert. On peut dire aussi, et l'anglais de ce point de vue est meilleur, logiciel gratuit, avec tout ce que ça signifie, parce que là, c'est vrai, en tout cas dans certains cas. Mais libre, non. Non. Libre de droit. Copyleft. Très bien. C'est libre de droit. Gratuit. Ce n'est pas la même chose que libre. Et soyez gentils, dans un moment où nos sociétés vont avoir beaucoup de difficultés à définir ce que signifie la démocratie, la liberté, le droit des gens, les droits de l'homme, de ne pas utiliser à tort et à travers le mot de libre ou de liberté. Vous n'êtes pas en train de défendre des logiciels libres. Les choses qui sont libres, ce sont les gens, ce ne sont pas les choses. Et je me permets, je ne vous donne pas de leçon, de vous suggérer d'employer le mot logiciel ouvert ou logiciel gratuit, mais d'écarter autant que possible le mot libre qui a une valeur révolutionnaire dans notre pays et aux États-Unis aussi, d'une toute autre ampleur que une valeur technologique. Mais malgré tout, le sujet est d'une importance considérable parce que c'est véritablement celui de nos sociétés de demain. C'est celui de savoir si nous allons avoir une société entièrement dominée par le marché ou une société où il y aura encore une petite place ou de plus en plus de place pour la gratuité. Ça, c'est le vrai enjeu. C'est l'enjeu dans lequel les acteurs du logiciel ouvert, du logiciel gratuit, ont un rôle absolument majeur à jouer. Je pense pour ma part que la grande distinction de demain dans nos sociétés seront des sociétés qui seront ou dominées totalement par le marché, où rien ne sera gratuit, parce que par définition, dans le marché, tout est rare et rien n'est gratuit, ou des sociétés qui feront un équilibre entre ce qui est du marché, donc rare, et ce qui est gratuit, donc en situation d'abondance. Or, par nature, l'univers de l'information est un univers qui se prête beaucoup plus que les autres à la gratuité, puisque, comme vous le savez, si j'ai un verre d'eau et que je vous le donne, je l'ai plus. Si j'ai une information et je vous la donne, je l'ai encore. Donc, par nature, l'information est gratuite. Et naturellement, le logiciel est une information qui, par nature, est gratuite. Et il faut reconstituer une théorie artificielle du droit de propriété pour imaginer de rendre rare quelque chose qui est non rare. Et c'est une des déviations de nos sociétés qui ont conduit à cette évolution, naturellement, en imaginant, en continuant à croire que les grands créateurs créent parce qu'ils ont des droits d'auteur. Je ne crois pas que ni Mozart ni Bach n'aient créé parce qu'ils avaient des droits d'auteur. Je ne crois pas que les grands intellectuels écrivent des romans ou des livres parce que ça va leur apporter des droits d'auteur. L'innovation et le droit d'auteur sont des choses qu'il faut profondément remettre en cause. Je vous invite à continuer cette bataille, mais en ayant très présent à l'esprit que c'est une bataille politique et que cette bataille politique doit éviter à tout prix toute forme de récupération et doit à tout prix faire en sorte que si naturellement il y a autour du logiciel ouvert et du logiciel gratuit des gens qui gagnent leur vie avec, et c'est tout à fait normal, tout à fait respectable, tout à fait souhaitable qu'il y a des entreprises, et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle tout à fait honorables et respectables, qui développent des métiers. On m'expliquait tout à l'heure la métaphore de la forêt et du jardinier, qui sont des jardiniers de la forêt du logiciel libre.
du logiciel gratuit, même si moi je préfère, pour ma part, je préfère les jardins aux forêts, mais je pense qu'il y a aussi des jardiniers qui font ça pour le plaisir et qui n'ont pas forcément besoin de faire des fortunes extrêmes pour remplir leurs fonctions. Je crois cependant que le point central, c'est en termes de gouvernance, d'avoir une vision claire de qui fait ça gratuitement, qui en profite financièrement, et comment se place la chaîne de valeur, de façon à ce que chacun sache consciemment quel rôle il remplit dans la société, quel rôle il remplit dans cette évolution, et comment progressivement il aide à ce que nos sociétés ne soient pas seulement des sociétés de marché, mais des sociétés de la gratuité, parce que la gratuité, c'est le fondement de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans gratuité, et la démocratie, c'est le symbole de la véritable liberté. Je vous remercie.